Sous le doux soleil de Montauban, petite ville du sud de la France, le 27 août 1936, naît Philippe Labro, portant en lui le cœur d'un journaliste, écrivain et cinéaste qui a profondément marqué la culture française. Sa vie a été un voyage de près de 9 décennies, au cours duquel il a atteint les sommets de la gloire et affronté les vallées de la douleur. Cependant, la plus grande tristesse de sa vie fut la mort de sa mère, Henriette Labro, en 1987, qui était non seulement une inspiration, mais aussi un modèle de courage et de gentillesse. Son décès, après une longue bataille contre la maladie, lui a laissé un vide incompressible, une douleur qu'il a portée avec lui à travers ses livres, notamment dans son ouvrage Ma mère, cet inconnu, où il raconte l'histoire de la vie tragique et pourtant romantique de sa mère. Henriette, montaubannaise d'origine polonaise, fille d'un noble et d'une gouvernante, mène une vie digne d'un roman. Elle et son mari, Jean-François, ont risqué leur vie pour cacher des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, un acte qui leur a valu le titre de Juste parmi les nations par Yad Vashem en 2000. À sa mort, Philippe, alors au sommet de sa carrière, a eu le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Il se souvient encore d'être resté à l'hôpital, de regarder sa mère fermer les yeux et d'avoir ressenti un vide froid. Les souvenirs d'elle, des soirées où elle racontait des histoires à Beausoleil à son doux sourire, deviennent une mosaïque à la fois de beauté et de douleur. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il était assis dans son appartement parisien, relisant les lettres de sa mère, et laissait couler ses larmes en silence, se demandant ce qu'il aurait pu faire pour qu'elle reste plus longtemps. Cette tristesse est amplifiée par le sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir être davantage auprès de sa mère dans ces dernières années. Journaliste et cinéaste voyageant fréquemment pour son travail, des États-Unis à l'Algérie, il avait rarement le temps de passer du temps à Montauban. Il y avait des moments où il appelait à la maison, entendait la voix de sa mère faiblir et avait l'impression de perdre des moments précieux. Il se tenait devant la vieille maison de Beausoleil, regardait le jardin où sa mère s'occupait et pleurait ce qui était perdu. Cette douleur l'a façonné, l'a fait écrire avec une profonde sincérité, mais a aussi laissé une cicatrice permanente sur son cœur. La carrière de Philippe Labro est un tableau haut en couleurs, où il s'est essayé à de nombreux rôles. Journaliste, écrivain, cinéaste et musicien. Ayant grandi dans une famille de 7 personnes, avec un père conseiller juridique prospère et une mère compatissante, il a très tôt développé une passion pour la littérature. À 15 ans, il remporte un concours de journalisme organisé par Le Figaro et devient rédacteur en chef du Journal des Jeunes. En 1954, grâce à une bourse Zelidja, il part étudier à l'université Washington and Lee, en Virginie, une expérience qui élargit ses horizons et inspire son autobiographie L'étudiant étranger, qui remporte le prix Interallié en 1986. Ces années américaines, où il voyage dans les 50 États, façonnent son style d'écriture incisif et son esprit aventureux. De retour en France, il débute sa carrière de journaliste à Europe en 1957, après avoir remporté la Coupe des reporters. Il travaille pour France Soir à partir de 1959, où il devient célèbre pour sa couverture de l'assassinat du président John F. Kennedy en 1963. En tant que l'un des journalistes présents à Dallas, il a rencontré Jack Ruby avant que Ruby ne tire et tue Lee Harvey Oswald, et a ensuite été interviewé par la commission Warren. On a Tired Day on the President est l'une de ses œuvres les plus remarquables sur cet événement. Il a également coproduit l'émission Caméra 3 sur l'ORTF de 1964 à 1968 et travaillé pour de grands journaux comme Paris Match et le Journal du Dimanche. Chez RTL, il a occupé plusieurs postes de direction, de rédacteur en chef en 1979 à vice-président en 1996. Il a également fondé la chaîne de télévision Direct 8 avec Vincent Bolloré en 2005 et a animé L'Essentiel chez Labro sur C8 jusqu'en 2025. En littérature, il a écrit plus de 20 livres,
allant de romans comme Le Petit Garçon, récit autobiographique de son enfance, à des ouvrages de non-fiction comme Tomber 7 fois, Se relever 8, sur sa lutte contre la dépression. Il a failli remporter le Goncourt à 2 reprises, avec Un été dans l'Ouest en 1988 et Le Petit Garçon en 1990, mais les a perdus à la dernière minute. Au cinéma, il réalise de nombreux films marquants, tels que Tout peut arriver en 1969, L'héritier en 1973 et Rive droite, Rive gauche en 1984, influencé par le style américain et son amitié avec le réalisateur Jean-Pierre Melville. Il a également écrit les paroles de nombreuses chansons de Johnny Hallyday, comme J'ai oublié de vivre, et a été la première personne à écrire toutes les paroles d'un album de Hallyday. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Certains films, comme La Crime de 1983, n'ont pas rencontré le succès escompté, ce qui lui a valu de vives critiques. Dans le journalisme, il a souffert d'écrits controversés, notamment lorsqu'il travaillait pour France Soir dans les années 60. Il a également rencontré des difficultés lorsque Direct 8 n'a pas réussi à atteindre le niveau d'influence qu'il espérait, ce qui a conduit à son départ du projet. Ces échecs l'ont parfois fait douter de lui-même, mais il a toujours trouvé le moyen de se relever, comme le suggère l'esprit de son livre. Les tentatives pour le faire pleurer venaient souvent de moments où il se poussait à bout. Lors d'un tournage en Algérie, en 1960, il est pris entre 2 feux de guerre, mais termine néanmoins l'article. Lorsqu'il est revenu à l'hôtel, il était assis dans sa chambre, pleurant non pas à cause de la peur, mais à cause de la fierté d'avoir surmonté la peur. Une autre fois, alors qu'il préparait l'essentiel chez Labro en 2008, il travaillait sans relâche, jusqu'à recevoir la nouvelle du décès de sa mère. Il est quand même passé à l'antenne, mais ensuite, dans les coulisses, il a laissé couler ses larmes, avec l'impression de perdre une partie de lui-même. Ces moments témoignent de son dévouement et de sa résilience, même lorsque son cœur était brisé. La fin tragique de la vie de Philippe fut la mort de son ami proche, Jean-Pierre Melville, en 1973. Réalisateur célèbre avec des films tels que Le Samouraï, Melville était non seulement un collègue, mais aussi une source d'inspiration pour lui au cinéma. Il était avec Melville lorsqu'il est mort d'une crise cardiaque, un moment qui l'a hanté à jamais. Il se tenait un jour dans l'appartement de Melville, regardant la machine à écrire qu'il avait utilisée, et pleurait à l'idée de perdre la seule personne qui le comprenait le mieux. La disparition de Melville n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une ère créative, lui laissant le sentiment d'avoir perdu une partie de sa passion pour le cinéma. Il a raconté cette amitié dans le documentaire sous le nom de Melville, comme une façon de garder Melville en vie. L'amour et le mariage de Philippe Labro sont une histoire colorée, mais non dénuée de tristesse. En 1978, il épouse Françoise Coulon, scénariste bisontine qui lui apporte paix et inspiration. Ils se sont rencontrés lors d'un événement littéraire à Paris et il a été immédiatement attiré par son intelligence et son charme. De leur mariage naquirent 2 enfants, Jean et Clarisse, et il eut également une fille, Valérie, d'un précédent mariage. Françoise est devenue son plus grand soutien, notamment dans les moments difficiles, comme lorsqu'il a lutté contre la dépression dans les années 990. Cependant, son premier mariage, bien que peu mentionné, fut une source de chagrin. Se terminant par un divorce, il en a retiré un sentiment d'échec et de culpabilité, d'autant plus que Valérie était jeune lorsque la famille s'est séparée. La plus grande tristesse en amour fut l'époque où lui et Françoise furent confrontés à des tensions dans les premières années de leur mariage. Voyageur d'affaires fréquent, de l'Amérique à l'Europe, il était rarement à la maison, ce qui laissait Françoise parfois seule. Il y avait des nuits où il revenait à Paris, trouvait sa femme assise seule dans le salon, et avait l'impression d'avoir échoué en tant que mari. Il a raconté un jour qu'un jour, après une dispute, il s'était assis dans son bureau, relisant les notes de Françoise, et avait pleuré parce qu'il avait peur de la perdre. Même s'ils étaient passés, ces moments étaient de petites cicatrices dans son cœur.
Une autre fin triste dans la vie de Philippe fut la mort de Johnny Hallyday, un ami proche et collaborateur, en 2017. En tant que parolier de nombreuses chansons célèbres de Hallyday, comme Rien à personne, il considérait Hallyday comme un frère. Lorsque Hallyday décède d'un cancer du poumon, il est chargé de prononcer l'éloge funèbre à l'église de la Madeleine. Il se tenait devant des milliers de personnes, la voix tremblante, et avait l'impression de perdre une partie de sa jeunesse. Après les funérailles, il est rentré chez lui, s'est assis dans son bureau, a réécouté J'ai oublié de vivre et a pleuré en se remémorant Hallyday. La disparition de Hallyday fut une triste fin, lui rappelant la fragilité de la vie et la préciosité des liens. Les réalisations que Philippe Labro s'efforce toujours d'atteindre ne sont pas seulement la célébrité, mais aussi l'utilisation de la plume et de l'appareil photo pour raconter des histoires significatives. Il souhaitait que chaque livre, de l'étudiant étranger à J'irai nager dans plus de rivières, soit un rappel de la force humaine face à l'adversité. Il rêvait que ses œuvres vivraient éternellement, inspirant les générations futures. Recevoir la Lègue.